Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman Reste d'Adeline Dieudonné. Adeline Dieudonné, vous connaissez peut-être puisqu'elle a écrit La vraie vie, qui a été un roman à succès, traduit dans plus de 20 langues, multiprimé, prix du roman Fnac, Grand Prix des lectrices Elle, prix Renaudot des lycéens, elle a eu un prix en Belgique aussi. Bref, c'est une auteure bruxelloise. Là, c'est un nouveau roman que j'ai mis beaucoup de temps à oser ouvrir. Pourquoi ? Parce que le pitch, c'est celui d'une femme et de son amant qui sont dans un chalet, relation extra-conjugale qui dure depuis plusieurs années, une petite dizaine d'années je crois. Et un matin, elle se réveille donc dans ce chalet au bord d'un lac et elle va rejoindre son amant qui allait nager. Et cet amant a eu une crise cardiaque et il est mort. Et en fait, le roman débute à ce moment-là. Et contrairement à ce que je pense beaucoup de gens feraient, elle décide de ne pas rendre le corps et elle vit donc pendant plusieurs jours aux côtés de ce cadavre. Ouais, un peu creepy a priori. Il y a des moments que j'ai trouvé un peu difficiles, tout ce qui est rapport à l'odeur notamment. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est un roman sur l'amour, c'est un roman sur le deuil, c'est un roman sur le féminisme, sur des choix forts, des choix de vie. Cette femme a eu un enfant et elle a été habituée à des violences sourdes avec les hommes. Et donc là, elle a trouvé une relation qui lui convenait parfaitement. Elle n'avait pas du tout envie de légalisation. Et surtout, c'est un roman sur la sororité aussi, parce qu'en fait, ce roman s'adresse à la femme du défunt, et s'adresse de manière très douce et très bienveillante et très aimante à cette femme. Une écriture, comme souvent avec Adeline Dieudonné, qui est très incisive, mais qui est, encore une fois, là, moi je retiens la douceur dans ce livre, cette héroïne qui, pendant plusieurs pages, on se dit qu'elle est folle, et puis, alors peut-être qu'elle a eu un moment de folie, même certainement, mais c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus beau que ça. Je vous raconte pas évidemment la fin, mais j'en suis ressortie adoucie et rassurée, parce que j'avais eu vraiment peur d'ouvrir le roman au tout début. Je vais vous lire un passage qui se passe à peu près un peu après la moitié du roman, justement sur le rapport que l'héroïne a avec les hommes, d'où ça vient, et l'histoire de cette violence, et cette acceptation de la violence assez sourde. Quand ma mère et mes tantes ont été en âge de travailler, elles ont rejoint ma grand-mère dans ce qui s'apparentait désormais à un petit empire du bâtiment. Sans père ni frère, elles avaient fait fortune dans un univers masculin, elles étaient compétentes, puissantes, riches. Et pourtant, dès qu'un homme débarquait dans la famille, amoureux ou fils, il était accueilli tel le Messie. Comme si leur débrouillardise n'était que transitoire, une solution par défaut pour assurer l'intérim en attendant l'homme providentiel. J'ai mis du temps à réaliser que je me comportais de la même façon, inquiète à l'idée de ne pas vivre sous la protection d'un mec, à la recherche permanente du mentor, du père, du frère, me plaçant automatiquement dans une posture asymétrique, subordonnée. Il est probable que je sois retournée vers Hugo, non malgré le viol, mais à cause de lui. Un sanglier, c'est fort, c'est dangereux, c'est masculin. Bien sûr, je ne prétends pas m'être affranchie de mes vieux schémas avec M. Ma vie tournait autour de lui. Il m'indiquait le nord, il était mon homme providentiel, mais je vivais seule, payais mes factures seule, projetais mes vacances seule, travaillais seule. J'avais quitté Hugo 3 semaines après avoir embrassé M pour la première fois. Je me rappelle le vertige contre lequel il m'avait fallu lutter à l'idée de déménager. Cet homme ne m'aimait pas, n'aimait pas ma fille, sa présence me dérangeait et pourtant, je craignais de vivre sans lui, sans personne pour le remplacer. Parce que je savais que M ne vous quitterait pas. Il n'en a jamais été question. Est-ce que je dois en conclure que j'ai choisi un homme marié pour cette raison ? Parce qu'il laissait l'espace nécessaire à mon émancipation ? En tout cas, s'il m'est arrivé de regarder d'autres hommes, d'accepter des invitations à dîner, de me laisser séduire, parfois, l'idée du couple classique, le schéma « on s'aime, on emménage ensemble, on se présente à nos familles, on se mélange » m'horrifiait. Pourquoi pas un mort dans la bouche aussi ? Je ne crains pas les hommes.
je crains mon propre penchant pour la subordination. Aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai plus d'homme.